Bonjour à tous, bienvenue sur Xamcast, le podcast qui parle de Neuchâtel Xamax fait par des fans pour les fans. Alors ce soir, je suis avec Mathéo. Salut Mathéo. Salut. Mathéo, tu t'es bien remis de ton mariage. Alors on vous rassure, chères auditrices de Xamcast, c'est pas Mathéo qui s'est marié, il était invité à un mariage hier soir. Et peut-être qu'il s'annonçait pas trop frais pour l'épisode de ce soir, mais visiblement ça a l'air pas mal Mathéo, t'as la pêche. Ça va mieux que prévu, ouais, effectivement. Ok, je suis avec Sam. Salut Sam. Salut. Week-end tranquille hein, pour toi Sam, rien de particulier, t'as pas été invité à un mariage ou autre. Non, la routine. Et je suis avec Varam. Salut Varam. Salut les gars. Toi aussi c'était un week-end calme à l'horizon. Oui, comme on dit, rien à déclarer. Rien à déclarer. Ok. Alors, au sommaire de cet épisode 5, pas de match à débriefer, en tout cas pour ce qui est pour le championnat de Challenge League. Nous n'avons pas d'invité non plus ce soir, donc on vous a préparé trois petites rubriques. La première, on va quand même débriefer le match amical du 20 septembre contre le FC Bulle à Boulaire. C'était un match qui n'était pas prévu, qui a été annoncé à la dernière minute. Et puis, voilà, j'ai pu m'y rendre et on parlera un petit peu de ce match. Ensuite, je vous l'avais teasé dans un épisode, je ne sais plus si c'était dans le 2 ou dans le 3. Mais on ouvre une nouvelle rubrique, enfin c'est Mathéo qui va ouvrir sa rubrique sobrement baptisée Xam Calcio. Donc on va parler de Xamax et de football italien dans cette rubrique. Et puis ensuite, comme troisième rubrique, on voulait réouvrir aussi un coin tactique où aujourd'hui on parlera d'un système de jeu très populaire dans le football actuellement. Voilà, alors sans transition, je propose que on commence avec la première rubrique. Voilà, ce mardi, on était donc le 10 septembre, pardon, j'en perds un petit peu mon latin. Le match amical a été annoncé sur la page Facebook du FC Bulle dans le courant du dimanche dernier, le 8. Donc un match amical du côté de Boulaire. Voilà, ce match amical, on va pas trop s'attarder sur le match et les faits de jeu. C'est terminé très logiquement par la victoire des locaux, des joueurs de Promotion League du FC Bulle 2-0. Alors, concernant ce match, ce qu'on peut constater, c'est que Neuchâtel Xamax avait, contrairement au FC Bulle, laissé énormément de titulaires habituels au repos, de titulaires ou de joueurs, on va dire, de rotation ayant du temps de jeu. Roland Dongo, Giovanni Bamba, Fabio Saz, Samir Hamidzi, Koro Kone n'ont pas foulé la pelouse de Boulaire, ont été également laissés au repos Briani Soro et Francesco Lentini qui revenaient fraîchement de leur première convocation en équipe nationale M19 et M18 respectivement. Donc voilà, ils avaient encore joué le soir avant, même s'ils étaient revenus avec le groupe, mais ils n'ont pas eu de temps de jeu non plus, ce qui était assez logique. On a eu l'occasion aussi d'avoir plusieurs M19, à l'œuvre. Outre Marwan Kalam, qui même s'il joue encore régulièrement avec la première équipe, enfin il est régulièrement convoqué avec la première équipe, mais il est quand même encore aligné régulièrement avec les M19. On a pu aussi voir Catin, Holzer et Moser qui ont eu du temps de jeu, je pense, pour voilà compléter aussi le groupe. Mais ce qui a plus attiré mon attention lors de ce match, il y avait deux joueurs en particulier. Alors, le premier, c'était un latéral gauche. On a eu un latéral gauche à l'essai, Nordin Mouzamba, un jeune joueur néerlandais, neveu de l'illustre Kiki Mouzamba, hein, un assez bon joueur, on va dire, de l'histoire du football néerlandais. Et puis voilà, c'était un petit peu la surprise du chef. On s'attendait pas à avoir un joueur à l'essai, bien qu'on s'attendait à ce que l'équipe recrute un joueur à ce poste de latéral gauche. Mais voilà, l'essai, on va le dire cash, hein, messieurs, n'a pas été concluant. Moi, je l'ai trouvé très emprunté. Alors, il y a des choses, on peut pas trop lui en vouloir, parce que même si ça fait 6 jours, moi j'ai obtenu l'information, il s'entraînait avec l'équipe depuis 6 jours, mais il était clairement... alors déjà, hein, il parlait pas français,
Et puis, il était clairement à court d'automatisme, même si les défenseurs et puis le milieu qui était de son côté en première mi-temps, c'était Guillaume Fourer, communiquait avec lui en anglais, mais on sentait que voilà, il n'était pas en phase avec le reste de l'équipe. Ça, c'est pas de sa responsabilité. Et puis après, je l'ai pas trouvé techniquement très impressionnant. Ça, c'est plus sa responsabilité à lui. Mais voilà, une prise de balle défensive pas très sûre. Et puis voilà, dans l'engagement offensif, ça a pas été non plus très très concluant. Donc voilà, il a joué, on va dire une mi-temps et il a joué 1 heure de jeu environ. Donc je pense que c'est le joueur qui a le plus disputé de minutes de jeu avec le deuxième joueur dont on va parler après. Mais voilà, le club n'a pas communiqué officiellement qu'il ne le gardait pas ou qu'il ne le mettait pas sous contrat, mais je pense qu'on n'a absolument aucune chance de le voir. Si je profite un petit peu de parler justement de ce poste de latéral gauche, messieurs, c'était quand même une de nos attentes à nous en tant que supporters depuis l'annonce du départ de Fabrice Nsakala. Hein. On était très contents à un moment puisque Christophe Moulin, le directeur football du club, avait annoncé vouloir doubler tous les postes et c'était le cas. Hein. On avait en tout cas numériquement, on avait doublé tous les postes. Et puis, ce départ non planifié de Fabrice nous laissait un petit peu dans l'obligation de recruter un latéral gauche si on voulait rester dans cette ligne de doubler tous les postes. Et puis, finalement, c'est pas le cas. Qu'est-ce que ça vous évoque, finalement, messieurs, cette prise de risque, hein, finalement, à moins de mettre un joueur libre sous contrat pendant les prochaines semaines. Mais sinon, ça veut dire qu'on partirait avec un duo formé de Jonathan Fontana et de Michael Gonzalez qui doublerait aussi quelque part le poste à droite. Voilà, partir avec 3 latéraux pour 2 postes, messieurs, ça vous évoque quoi? Pas grand-chose, visiblement. Non, Mathéo, tu veux y aller? Vas-y, je t'en prie, fais-toi plaisir. Ouais, c'est vrai que c'est quand même risqué, hein, parce que disons que sur les latéraux, sur ces dernières saisons, on a pas mal dû bricoler. Et puis là, avec 3 latéraux pour 4 places, hein, si on compte les backups, il manque une place. Donc ça veut dire s'il y a une suspension ou s'il y a une blessure, on va se retrouver très très vite court. Donc la couverture est très très courte. Après, moi, je m'attendais à un latéral gauche qui était un peu plus défensif, parce que ce qui est intéressant, c'est qu'à droite, on a Cabral qui est un latéral qui est offensif, on a Gonzalez qui est un peu plus défensif, et puis à gauche, on a Fontana qui est un peu plus offensif. Et je pense que si on avait pris on va dire un latéral gauche un peu bloqué, style Gonzalez mais à gauche, ça aurait pu être hyper intéressant parce qu'on aurait pu jouer avec les pairs, mettre un latéral offensif à droite, par exemple, et mettre à gauche qui est un peu plus défensif. Et je pense que ça nous aurait permis d'avoir un peu plus de cordes à notre arc. Et puis là, malheureusement, la couverture est courte. Et oui, alors on peut toujours mettre Epito latéral, mais c'est pas son poste. Et puis c'est vrai que quand on doit bricoler, c'est pas très très confortable. Et puis c'est vrai qu'alors je veux pas spoiler la suite, mais plus que Ben Seguir, je serais plutôt allé sur un latéral gauche qui me Il laisse semblait spoil vraiment carrément être... la suite, mais on y Voilà. reviendra. Voilà, mais je veux pas trop développer, mais c'est vrai que je trouve dommage parce que il suffit d'une suspension ou d'une petite blessure, même de 2-3 semaines, on se retrouve vite dans la gonfle. Ouais, Mathéo. Je peux que souscrire à tes propos, Ram. C'est vrai que surtout quand on sait que, bon, on a eu souvent des soucis d'effectifs et puis quand on a des blessures en général, c'est rarement des joueurs anodins qui se blessent. Je trouve que c'est un risque, même si on me dira qu'on n'a qu'un match par semaine, puisque la Coupe de Suisse est déjà plus là. On joue pas un rythme particulièrement effréné, mais moi, c'est vrai que je comprends pas, parce que ça me paraît être la base quand même de tout effectif professionnel à ce niveau, que au moins chaque poste soit doublé, quoi. Oui, et puis surtout que à gauche, je trouve que le milieu côté gauche a moins donné satisfaction que le milieu droite actuellement. Donc c'est comme si on avait un peu une double pénalité, c'est-à-dire qu'on n'a qu'un latéral gauche naturel. Et puis en plus on a un milieu côté gauche qui est peut-être moins
moins solide que le milieu côté droite. Donc c'est une prise de risque. Mais bon, après, on doit aussi faire face au marché actuel, hein. Alors déjà, quand la période des transferts est ouverte, trouver un bon latéral gauche, c'est pas toujours simple. Alors avec la fermeture du marché, enfin sans avoir la possibilité de débourser une somme de transfert pour racheter un joueur à un autre club, c'est quand même compliqué. Voilà, faut pas oublier ça non plus. Et puis quelque part, je préfère que on fasse pas un panic buy comme on dit dans le métier avec un latéral gauche qui au final ne donne pas satisfaction et puis c'est un salaire à payer en plus plutôt que voilà. Donc c'est une prise de risque, mais c'était aussi une prise de risque de signer n'importe qui. Donc voilà. Et puis peut-être que le club a aussi eu à travailler certaines options et puis les joueurs ont dit non. Enfin ça peut aussi arriver que voilà, les joueurs disent bah non, vous me proposez quelque chose mais moi j'ai pas envie de venir chez vous, ou bien j'ai pas envie pour de venir pour le contrat que vous me proposez, et donc si vous pouvez pas proposer plus, bah je viens pas. Donc voilà, c'est un marché qui est assez fermé, le marché des latéraux. Donc voilà, une déception, mais pas trop. Et puis c'est vrai que voilà, Michael Gonçalves a eu plus de temps de jeu que Jonathan Fontana, hein, depuis le départ de Fabrice Nsakala sur ce côté gauche. Et puis il s'en est pas si mal sorti que ça. Alors moi je nuancerai un petit peu tes propos, Varam. Je pense que quand il joue sur son bon côté, Michael Gonçalves n'a pas forcément ce profil de latéral gauche défensif. Il est capable aussi d'être très offensif, peut-être un petit peu moins que Euclides Cabral, mais c'est aussi quelqu'un qui se projette bien, qui a une bonne qualité de centre, donc qui a des bonnes qualités offensives. Je pense que là, il est surtout bridé par le fait qu'il joue sur son mauvais côté, et puis qu'il a peut-être pas suffisamment confiance en son pied gauche, parce que souvent il rentre sur son pied droit, soit pour faire les passes en retrait, soit pour faire les centres. Donc voilà, il est plus bridé par le fait qu'il est pas sur son bon côté, et il se concentre surtout sur les tâches défensives. Et puis voilà, Jonathan Fontana, voilà, il a eu un petit peu de peine défensivement, hein, un peu à bloquer les trous, donc c'est vrai que c'était compliqué pour lui ce début de saison. Mais il faut aussi qu'il continue d'avoir du temps de jeu, parce que si on lui fait pas confiance, jamais confiance, bah il se développera jamais non plus. Donc voilà, par rapport à ce poste de latéral gauche. Et puis l'autre surprise du soir, bon, on le savait déjà depuis la veille du coup, puisque le club a annoncé le retour inattendu, hein, on va quand même pas se cacher, messieurs. Je pense qu'aucun d'entre vous s'attendait à ce que Salim Benseghir fasse son retour au club, ou bien alors vous aviez votre boule de cristal. Sam, c'était inattendu pour toi ce retour de Benseghir? Ouais, je m'y attendais pas du tout. Sachant que c'était un joueur qui était déjà prêté par un grand club français. Donc, je me suis dit, Tu viens de dire que l'Olympique de Marseille est un grand club français, hein, Sam? on C'est peut pas juste, le nier. On peut il pas peut le pas le nier. nier. Voilà. Alors, On je peut dis pas pas le que nier. Marseille n'est pas un grand club, hein, pour tous les supporters marseillais du podcast. Je dis juste qu'il faut que vous sachiez que ça vient d'un supporter du PSG. Voilà, c'est tout. Non, mais faut pas nier. C'est un très grand club. Non, ce que je veux dire, c'est que quand on est des joueurs comme ça qui sont prêtés dans notre club, surtout des joueurs qui sont d'origine de la région du club prêté, justement, on s'attend pas à ce qu'ils reviennent, voire même définitivement. Donc, ouais, c'est une petite surprise, on va dire. Mhm. Messieurs, Varam, Mathéo, vous étiez tout aussi surpris que ça, même moi, de ce retour. Bon, Oui. moi aussi, oui. D'ailleurs, je profite de faire une parenthèse sur la déclaration de Sam d'avant. C'est ce que j'appelle de l'honnêteté intellectuelle. Bravo, Sam, tu progresses. Au-delà de la vanne, c'est vrai que oui, ça fait partie de ces retours un peu inattendus, et qui te laissent un peu bouche bée. On va pas le nier. Ouais, Varam, t'étais aussi surpris, toi, tu Oui, as dit. oui, bah, surpris parce que ben c'est vrai que Benseghir, c'est un joueur qui part comme ailier. C'est vrai que sur les côtés, il me semble qu'on était quand même assez bien fournis. D'autant plus qu'il y a le jeune Lentini qui pousse et qui fait des choses intéressantes ces derniers temps. Donc c'est vrai que je m'attendais pas à le voir revenir. Maintenant, il y a une chose de positive que je pourrais voir à ce transfert, enfin on va dire deux, mais en tout cas une. On avait parlé l'avant-dernier épisode du positionnement de Touati et qu'il n'y avait pas un joueur équivalent.
Ben Seguir, dans un style un peu différent, mais quand même assez proche, pourrait justement faire ce 9,5 et jouer derrière l'attaquant, même si c'est plus un ailier, mais il a, à mon avis, les qualités pour le faire. Maintenant, ben, on sait que c'est un joueur qui a du potentiel. Il nous a laissé un peu sur notre faim lors de son premier prêt, parce que techniquement, on voit qu'il en a sous le pied, ça va vite, il percute. Maintenant, il faut qu'il apprenne à faire les bons choix, parce qu'il fait souvent la dernière passe est pas bonne, le dernier shoot est pas bon. Donc on va dire qu'il faut qu'il travaille un peu son, je vais mettre des guillemets, mais son QI football un petit peu, parce que les qualités, il les a, mais il faut qu'il explose. Et il peut le faire chez nous. Maintenant, il a une deuxième chance. Il a signé, je crois, 2 ans. Donc C'est voilà. Mais juste, ouais. c'est vrai que s'il devait jouer ailier, comment dire, je mets un bémol. Par contre, s'il joue un peu dans cette position de 9,5, voire de 10, ça pourrait être intéressant. Parce que je pense qu'il peut vraiment se développer et puis vraiment exploser là. Ouais. Moi, j'ai eu l'impression, bah déjà l'année passée, en fait, Salim Ben Seguir était arrivé en fin de mercato, après, on l'a dit, hein, de l'Olympique de Marseille, et puis c'était un transfert un petit peu étonnant. On s'y attendait pas forcément. Un joueur, on se dit ah c'est le frère de, voilà, on attendait. Moi, j'avais pas trop d'attentes le concernant. Et puis, on a tout de suite vu que c'était un joueur qui avait un énorme potentiel technique, hein. Il est à l'aise, balle au pied, Salim Ben Seguir, ça se voit. C'est un joueur qui aime beaucoup jouer avec la balle. Et puis, j'ai eu l'impression sur la saison dernière, alors il a eu très peu de titularisation, 5 si je me trompe pas. Sinon, il a fait des entrées en jeu qui étaient pas forcément mauvaises, mais qui n'ont pas été décisives non plus. On a eu l'impression que voilà, il a oscillé entre l'aile gauche et puis ce poste de numéro 10 sans convaincre ni à l'un ni à l'autre, mais sans vraiment d'espoir. Donc voilà, c'est un joueur quand le club a annoncé qu'il retournait dans son bah, du côté de Marseille, enfin je j'étais pas surpris. Et puis après ben c'est aussi des fois des opportunités et puis quand il dit voilà, j'avais l'impression que voilà, mon avenir immédiat allait se conjuguer ailleurs qu'à Marseille. Alors, bah, pour moi, ça me semblait assez évident qu'il pouvait pas s'imposer tout de suite dans la première équipe de l'Olympique de Marseille. Mais c'était plutôt étonnant de le voir revenir chez nous. Mais en même temps, voilà, il l'a dit aussi, il revient dans un environnement qu'il connaît, même si l'équipe a passablement changé. Et puis voilà, bah, quelque part, il a gardé aussi un bon souvenir de cette année en prêt, et puis c'est positif qu'il ait envie de revenir à Neuchâtel. Et puis tu le disais, Aram, c'est un joueur qui a un bon potentiel, et puis on a l'impression qu'il manque juste comme ça le petit déclic, un ou deux matchs références pour que voilà il fasse une bonne saison d'un point de vue statistique aussi parce que c'est un joueur offensif, on va quand même lui demander au bout d'un moment de faire des passes décisives, voire de marquer des buts, mais dans un rôle partagé, on va dire, avec Toiti en tant que numéro 10. Ouais, je demande effectivement à le voir plus régulièrement, et puis avec des ailiers explosifs sur les côtés. Faut pas oublier que notre attaque est plus la même que l'année dernière, donc on a aussi quand même des attaquants qui semblent, pour l'instant en tout cas, on a joué que 6 matchs, mais qui semblent plus à leur affaire avec Koné et Demassai que ne l'était par exemple Rapp et Bakayoko la saison dernière. Donc peut-être qu'avec d'autres joueurs, une entente qui se crée, enfin voilà, ça peut donner le déclic, mais voilà, je pense que c'est une prise de risque minimale. Voilà, il vient 2 saisons, et puis s'il confirme pas, ben dans 2 ans on le garde pas, et puis il ira chercher un contrat ailleurs. Mais voilà, je demande à voir. Sur ce match contre Bulle, pas grand chose. Il a essayé quelques fulgurances. On voit que c'est un joueur qui techniquement était supérieur à l'équipe de Bulle, ça c'est évident. Mais autour de lui, on va dire que l'équipe de Xamax a quand même couru, mais ils ont surtout cherché à éviter les blessures. Il y a eu assez peu d'engagement, alors que l'équipe de Bulle jouait vraiment avec beaucoup d'engagement. Donc voilà, malgré la défaite, moi j'ai pas envie d'être alarmiste non plus parce que on a vu que dans les matchs de championnat, l'équipe était quand même capable de mettre beaucoup plus d'intensité que ça. Donc voilà, c'était un peu les faits, on va dire, les plus intéressants. C'était l'essai de Mouzamba
les premières minutes de Ben Seguir. Alors, pour répondre un peu à la question indirecte que tu posais, Varam, Ben Seguir, lors de ce match, il est rentré à la 36e et sur la fin de la première mi-temps et puis sur toute la deuxième mi-temps, il a clairement évolué en numéro 10. En fait, il a remplacé Touati. Touati est sorti autour de à la 35e, 36e minute. Donc, ils se sont vraiment échangés ce poste de numéro 10. Donc, on espère que Willy Forte a un petit peu la même vision que nous à Xamcast de le faire jouer à ce poste-là parce que il a la capacité à éliminer en 1 contre 1 les milieux face à lui et puis je pense qu'il a aussi cette capacité de délivrer des bonnes passes. Et puis, à mon avis, c'est un joueur qui a aussi une bonne frappe, mais on l'a assez peu vu tenter sa chance quand il a joué chez nous. Donc voilà, on se réjouit de le voir à l'œuvre à Chafouz peut-être, ou sinon plus tard dans la saison. Voilà, on peut, je pense, passer à la rubrique suivante. Voilà, pour la rubrique suivante, je vais passer la parole à Matteo. Matteo qui, comme vous le savez déjà maintenant à l'antenne de Xamcast, est d'origine italienne et puis est donc un grand passionné du football italien en plus d'être un passionné de Neuchâtel Xamax. Il nous l'avait expliqué lorsqu'il était venu en tant qu'invité et puis il avait envie en fait de réunir un petit peu ces deux passions footballistiques, c'est-à-dire Neuchâtel Xamax et le football transalpin, et quand on mixe les deux, ça donne Xamcalcio. À toi Matteo. Oui, merci. Effectivement, dans la riche histoire européenne de ce club de Xamax, je suis un peu allé à la recherche des confrontations en Coupe d'Europe contre les clubs italiens. Alors, j'ai une première question, messieurs. Où étiez-vous le 12 septembre 1995? Alors moi j'étais à la Maladière, sûr. Moi Varam? aussi. Moi aussi. Ok, Au stade. très bien. J'étais en Sam? pesage. Ouais. J'étais aussi en pesage, ouais. Malheureusement, je devais être chez moi. Eh bien, en tout cas, Varam et Mirko, vous faites partie des 9060 spectateurs qui viennent assister à la Maladière à ce premier tour de Coupe UEFA entre nos rouges et noirs et les giallorossi de la S Roma. À l'occasion, je vais déjà vous faire un premier retour de compo. À l'occasion, donc on a Gilbert Gress comme entraîneur à l'époque. Au but, Joël Corminboeuf. La ligne défensive composée de Lionel Martin, Martin Rueda, Régis Rottenbuller, Thierry Bonalaire et Sébastien Jeanneret. Le milieu constitué de Constantin Panin, Philippe Perret et Charles Whittel. Et le duo d'attaque, Patrick Isabella, Viorel Moldovan. Des noms qui font assez rêver aujourd'hui, vous en conviendrez. Du côté de la Roma, l'entraîneur c'est Carlo Mazzone, qui a été, on peut dire, l'entraîneur qui a relancé la carrière de Pirlo à Brescia, rien que ça. Giovanni Cervone au but, la défense avec Aldair, Marco Lana, Fabio Petruzzi, Amedeo Carboni. Le milieu, Luigi Di Biagio, Massimiliano Capioli, Francesco Statuto. Et l'attaque, composée d'un certain Francesco Moriero, Abel Balbo et Daniel Fonseca. Qu'est-ce que ça vous fait déjà, les gars, dans un premier temps, vous entendez ces noms? Ah, Ouais, Moi, c'est ton... du beau monde, hein. ouais, moi évidemment j'ai plus de souvenirs des joueurs neuchâtelois, mais ouais, des grands noms de notre club quand même, ça me fait des frissons quoi. Martin Rueda, Jurel Moldovan, c'était quelque C'est quelque chose. chose. Des deux Ouais, côtés, il y a des noms pas mauvais, hein. moi, j'étais limite trop jeune, mais ce qui me donne les frissons, c'est ton accent quand tu dis les joueurs italiens, quand même. C'est fait exprès. Au niveau de ce fameux match, donc tout va se décider en début de rencontre à la Maladière. Les Neuchâtelois qui prennent le match par le bon bout concrétisent un bon début de rencontre à la 14e minute sur un corner venu de la droite. C'est Jeanneret qui, d'une superbe tête plongeante, trompe la vigilance de Cervone. Mais les visiteurs ne vont pas douter très très longtemps puisqu'à la 20e minute, à la suite d'un ballon repoussé, c'est Francesco Moriero, dont vous allez réentendre parler plus tard dans cette chronique, qui va envoyer un missile en pleine lucarne. Il marque d'ailleurs à cette occasion son premier but en Coupe d'Europe. Malgré de bonnes possibilités en première mi-temps, Xamax ne parvient pas à reprendre l'avantage. Ils ont failli payer cher en début de deuxième mi-temps, puisque les occasions se succèdent pour la Roma sans que les giallorossi ne puissent concrétiser. Et les deux équipes se quittent sur ce score de 1-1, favorable évidemment aux Romains en vue du match retour au Stadio Olimpico.
Vous aviez quoi vous étiez les deux qui étaient au stade, vous aviez quoi comme souvenir de ce match-là, un match engagé, un match avec de l'action? Alors moi, les souvenirs que j'ai, c'est que effectivement, on était mal payé sur ce match. Alors je dis pas qu'on aurait mis une raclée, mais je pense on aurait pu repartir à Rome 2 semaines plus tard avec un petit avantage. Voilà, on sait que ça n'aurait probablement peut-être pas suffi. Les Romains étaient quand même largement favoris contre nous, mais voilà, un peu déçu de ne pas avoir épinglé encore l'AS Roma à la Maladière après d'autres grands clubs. On avait fait, comme très souvent en fait, dans ces années-là, les joueurs changeaient à Neuchâtel, mais on gardait cet esprit pendant les matchs de Coupe d'Europe où on avait l'impression qu'on était invincible tout simplement à la Maladière, et ça a été le cas pendant de très nombreuses années. Donc voilà, l'équipe n'avait pas déçu et aurait presque mérité de repartir avec un avantage d'un but. Je sais pas ce que tu en avais comme souvenir, toi, Varam. Bah écoute, de souvenirs précis, je dirais que effectivement, je rejoins ton analyse, c'est qu'on avait et celle de Matteo, on avait commencé très fort le match. Je me rappelle très très bien du but. C'est Sébastien Jeanneret qui coupe au premier poteau, magnifique but. Et puis après, ben, malheureusement, on n'a tenu que 5-6 minutes l'avantage. Et je me rappelle évidemment très bien du magnifique but de Francesco Moriero qui nous avait vraiment, c'était la clim, hein, parce que on s'y attendait pas du tout. Puis c'était une frappe soudaine, magnifique. Et puis après, c'est vrai on avait fait jeu égal parce qu'il y a aussi une chose qu'il faut souligner, c'est que dans ces années-là, quand la Serie A était clairement le meilleur championnat du monde, les équipes italiennes étaient très prenables lors du mois de septembre parce que les Italiens faisaient souvent des grandes préparations physiques et très souvent les premiers mois, parce qu'ils commençaient très très tard le championnat, c'était souvent fin août. En septembre, ils étaient encore en phase de rodage. On disait souvent que septembre-octobre, les clubs italiens étaient prenables. Et puis après, quand la machine était lancée, c'était une autre histoire. Mais là, c'est vrai que on était typiquement, je crois que c'était en septembre, hein, si je dis pas des bêtises. Donc effectivement, c'était une Roma en petit régime qui avait joué service minimum. Voilà, ça c'est ce que je me rappelle. Et il y a aussi quelque chose que je me rappelle, c'est que normalement Grèce jouait en 4-3-3, et là il avait fait un 4-4-2. Et notre ami Kun Sigol était sur le banc et il avait privilégié de mettre un milieu de plus. Voilà, donc peut-être, avec le recul, là, on est toujours beaucoup plus malin, mais peut-être essayer de se dire, est-ce que si on avait peut-être mis un attaquant, est-ce que peut-être on aurait pu aller chercher la victoire? Je ne sais pas. Ce que tu dis, c'est vrai que c'est étonnant par rapport à la philosophie de jeu de Gilbert Gress, qu'il avait dit lors d'une interview à la RTS au début des années 2010 il est toujours resté fidèle au 4-3-3. Là, on se rend compte quand même il s'est un petit peu adapté certainement à la Roma pour essayer en tous les cas, lors du match aller, essayer de gérer le match pour pouvoir être encore en vie avant le retour à l'Olimpico, très certainement. Oui, je pense que c'est ça, oui, oui. Carlo Mazzone, toi, t'as des souvenirs de cet entraîneur et de comment il faisait jouer ses équipes en Italie? Ah oui, formidable. Bon, bah déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que notre ami Carletto, comme on l'appelle à Rome, c'était vraiment un personnage fabuleux, hein. C'était un personnage qui était haut en couleur, qui parlait en romain, qui avait chaque fois la bonne vanne. Voilà, c'était le bon papa. Mais effectivement, c'est vraiment un entraîneur légendaire. Après, il a entraîné Brescia. Et d'ailleurs, je veux pas spoil, mais dans ce match-là, si je me rappelle bien, il y a une légende toute jeune qui est rentrée en fin de match et qui sera le futur empereur de Rome. Voilà, je n'en dis pas plus, mais c'est vrai Ouais, que on a tous compris euh, qui c'est. voilà. Et notre ami Carletto, c'est vrai qu'il en a lancé. Tu as dit Pirlo aussi à Brescia, c'est vrai. C'est lui qui a relancé Roberto Baggio à une époque où il était vraiment à la cave. Et c'est celui qui lui a tendu la main quand il était en difficulté et qui nous a rendu un Baggio en fin de carrière absolument monumental. Donc oui, je me rappelle de cet entraîneur. Je me rappelle aussi d'une magnifique anecdote parce qu'il y a un derby qui est très très chaud dans le nord de l'Italie qui est Atalanta-Brescia. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est l'un des derbys les plus chauds.
Vraiment, il y a une haine viscérale entre les Bergamasques et les Bresciani. Et c'était un match où l'Atalanta gagnait 3-0 au fait à Brescia. Et les ultras de l'Atalanta avaient commencé à insulter Mazzone et sa famille. Et puis là, Roberto Baggio est rentré en scène. Il tire un coup franc, autogol, 3-1. Et Baggio a marqué le deuxième. Il restait 5 minutes et Matsone, il a dit si on égalise, je viens devant vous. Donc il dit au fait aux ultras, il dit je viens devant votre secteur quoi. Et à la 96e, égalisation. Et là il y a Matsone qui court, qui fait une course légendaire pour aller au fait insulter les mecs et puis exulter sous le secteur. Et c'est vraiment une image incroyable quoi. Ouais. Et des personnages hauts en couleur. On arrive donc au match retour de cette confrontation qui va se jouer le 26 septembre 1995. Et en ce soir de fin de mois de septembre, 18 900 spectateurs se sont amassés au Stadio Olimpico pour assister à ce match retour. Carlo Mazzone repart en 4-3-3 avec une composition quasiment identique à l'aller. Giovanni Cervone, Aldair, Marco Lanna, Fabio Petruzzi, Amedeo Carboni derrière. Massimiliano Capioli, Francesco Statuto, Giuseppe Giannini qui remplace Di Biagio au milieu. Et le trio d'attaque, Francesco Moriero, Abel Balbo et Daniel Fonseca. Du côté de Xamax et de Gilbert Gress, donc Joël Corminboeuf au but, Lionel Martin, Martin Rueda, Régis Rottenbuller, Thierry Bonaler et Sébastien Jeanneret en défense, Constantin Panin et Philippe Perret au mitard. Et là, il part cette fois-ci avec 3 attaquants puisqu'il y a Patrick Isabella, Adrian Kuntz et Moldovan devant. Ce match, vous vous en doutez, si vous connaissez l'histoire, il se passe un peu moins bien pour Xamax puisque l'ouverture du score des locaux interviendra à la 26e minute sur une ouverture de Giannini. Capioli dévie de la tête sur Balbo qui est l'avant-centre, contrôle et sur une frappe ratère en pivot du gauche, ajuste Corminboeuf au ras du poteau. Le 2-0 va intervenir à la 32e minute sur un débordement de la gauche de Moriero qui élimine facilement Bonaler et va trouver Fonseca au deuxième poteau. L'Uruguayen, à la suite d'un contrôle qui lui colle le ballon au pied, va enchaîner avec une magnifique volée pied gauche qui va se loger petit filet opposé. Le calvaire, malheureusement, va se poursuivre pour les Rouges et Noirs puisqu'à la 32e minute, sur une perte de balle au milieu du camp de Châtelois, le ballon va parvenir à Balbo. L'Argentin va cette fois-ci adresser un missile du pied droit qui trompe comme un bœuf au premier poteau. Donc autant vous dire que sur cette première demi-heure, Xamax a pris un ouragan dans la tronche. Les Giallorossi vont ajouter un 4e et dernier but en deuxième mi-temps à la 55e minute. Statuto déborde sur la gauche face à Rottenbuller et adresse un centre vicieux à rater au premier poteau. Rueda, qui veut tenter d'intervenir en catastrophe, pousse lui-même le ballon au fond des filets. La Roma se qualifie aisément pour les 16e de finale et sera éliminée cette année par le Slavia Prague. Pour vous dire un petit peu le type d'équipe qui tournait dans cette Coupe UEFA à l'époque, il y avait une très très grosse mixité de clubs à travers les différents pays européens. Voilà pour ce qui est de ce match retour. Mais ça montre un petit peu le football à l'ancienne et puis comme tu disais avant Varane, la puissance qu'était la Serie A des années 90. Ah ouais, c'était vraiment quelque chose. Hein. Ceux qui l'ont vécu, c'était très, très, très fort. Et Pas de puis regret sur ce match retour. Moi, bien évidemment, j'étais pas au stade au retour, mais j'étais derrière ma télévision. Et ouais, on avait eu aucune chance quoi. Ils étaient cette fois bien au-dessus de nous. Et puis voilà, même si on avait créé l'exploit puis qu'on avait marqué un deuxième but, on n'aurait pas eu, on n'y aurait pas plus cru finalement sur ce match de retour quoi. Donc ouais, mais c'était ouais, une belle expérience de voilà de les voir se frotter à voilà, un des grands du football italien et puis un des grands du football européen tout court. ouais. Donc, en tout cas, c'est la première étape et puis on constatera dans la suite de l'histoire européenne de Xamax que ce fameux Moriero, pour ce qui est en tout cas des matchs à la Maladière, a décidé de ne jamais nous respecter. C'est un message qui a eu le mérite d'être clair au moins, quand on voit les buts qu'il a pu marquer dans ce stade.
Voilà, eh bien, c'est la fin de cette première rubrique. À noter que, Mathéo, tu vas pas forcément t'intéresser que aux confrontations entre Xamax et les équipes italiennes, mais tu vas aussi après t'intéresser un petit peu aux joueurs italiens qui ont évolué sous nos couleurs. Mais Tout à fait. j'en dis pas plus. Ça vous permet aussi à vous, chers auditeurs, de chercher dans votre coin combien de joueurs italiens vous connaissez qui ont porté les couleurs de Neuchâtel Xamax. Voilà, merci Mathéo. Je propose qu'on passe du coup à la troisième et dernière rubrique avant la traditionnelle conclusion. Voilà, c'est le retour du coin tactique après une première rubrique lors de notre première saison où on avait parlé du rôle des latéraux. Je voulais vous parler d'un système de jeu aujourd'hui. Pourquoi celui-là? Parce que c'est actuellement dans le football moderne le système qui est le plus utilisé. À peu près 27% des entraîneurs européens utilisent ce système avec leur équipe. À votre avis, de quel système on parle, messieurs? Un 4-2-3-1 peut-être. 4-2-3-1 peut-être. Ouais, c'est effectivement du 4-2-3-1 qui est très populaire actuellement dans le football moderne. Et puis, moi, je voulais parler du 4-2-3-1 parce que, en même temps, il représente le système de jeu pratiqué par Michel de Castel, qui, voilà, est pour moi le dernier Xamax dominant. On va dire ça comme ça, hein, puisqu'après, malheureusement, Super League, c'était plus forcément le cas. Et puis, les saisons qui ont suivi jusqu'à maintenant, Challenge League, on n'a pas retrouvé une équipe aussi dominante que l'était cette équipe du coup de 2017-2018, mais même sa version 2016-2017 c'était déjà très solide. Alors, et puis aussi parce que Uli Forte, avant de partir du côté de Bielefeld lors de sa saison à Yverdon, a énormément évolué dans ce système-là. Et puis parce que Uli Forte débute maintenant son deuxième championnat à la tête de la première équipe de Neuchâtel Xamax. Et c'était déjà le cas l'année passée. On a l'impression que c'est ce système de jeu-là qui veut donner à son équipe. Donc voilà, c'est pour ça que je voulais m'attarder un petit peu aujourd'hui sur ce système-là. Alors avant qu'on parle des différents rôles dans ce système-là, est-ce que vous vous souvenez un petit peu des joueurs types, on va dire, qui occupaient très souvent les différents postes dans le 4-2-3-1 de Michel Descastel? Alors, sur cette saison 2017-2018, outre Laurent Walter, hein, bien évidemment, le gardien ne compte pas dans le calcul du système, mais qui occupait le plus souvent la paire défensive dans ce 4-2-3-1 au niveau axial, messieurs? Sans aucune hésitation, c'est Semenovic-Djuric. C'est ça, c'était un duo par Igor Djuric et constitué par Igor Djuric et Mustafa Semenovic. Les latéraux sur les côtés, à droite, ça doit fuser la réponse. Gomez, Mike Gomez, et puis à gauche, Camber, c'était Yannick Camber, effectivement. Les deux milieux de terrain axiaux, on les a reçus à l'antenne, ça doit fuser aussi. Dinardo. C'était Pietro Di Nardo, oui, et puis à côté de lui, on l'a reçu aussi à l'antenne. Veloso. Max Veloso, exactement. On précise que c'est les joueurs qui occupaient plus souvent le système, mais il y avait évidemment des fois quelques changements. Sur les côtés, il permutait beaucoup. Un joueur joue encore dans l'équipe actuellement. Bah, il y avait Tréant. Il y avait Tréant, ouais, d'un côté, et puis de l'autre côté, Samir Ramizi. C'était Samir Ramizi, voilà, qui est. Donc, on démarrait souvent avec Tréant à droite et Ramizi à gauche, mais ça permutait. Non, l'inverse, pardon. Ramizi à droite et Tréant à gauche, mais ça permutait beaucoup entre les deux au cours du match. Notre numéro 10, le plus souvent. Là, c'est Sam qui doit donner la réponse tout de suite, là. Oui. Doudin? C'était Charles-André Doudin, effectivement. Et puis, alors pour le poste d'attaquant, ça variait un petit peu, ça dépendait des choix aussi de Michel de Castel, mais le plus souvent, qui jouait dans ce rôle d'attaquant de pointe? Raphaël. Alors c'était Raphaël Nuzzolo, effectivement, qui avait été repositionné très souvent dans ce poste-là, mais il avait été repositionné aussi par la blessure d'un autre joueur. Messieurs, Gaëtan Carlen. C'était Gaëtan Carlen, voilà. Ouais, effectivement, Carlen. Nuzzolo était devenu avant-centre à la blessure de Carlen.
Mais du coup, quand Carlen jouait dans ce poste-là, Raphaël Nuzzolo jouait sur un côté, le plus souvent avec Geoffrey Tréant. Ramizzi a été remplaçant aussi à ces moments-là. Mais c'était partagé entre Raphaël Nuzzolo et Gaëtan Carlen, ce temps de jeu-là. Voilà, alors dans le 4-2-3-1, la défense a vraiment, comme d'habitude, mais un rôle de stabiliser et puis de bloquer le jeu dans l'axe et sur les côtés. Ça le permet justement parce que la défense est organisée à 4, donc on a vraiment les latéraux qui peuvent se concentrer sur les joueurs de côté et les 2 défenseurs qui peuvent bloquer le ou les joueurs axiaux adverses. Donc ça donne beaucoup de stabilité à la défense. Ensuite, on a 2 milieux devant cette défense. On le verra après, ils ont eu un rôle extrêmement important. Ils ont une première mission qui consiste à récupérer, à gratter, comme on aime bien dire dans le foot, les ballons dans le milieu de terrain quand l'adversaire est en possession de la balle. Et puis, ils ont aussi un rôle de transition. Ils assurent vraiment la transition entre la défense et l'attaque. C'est pour ça que très régulièrement, dans un 4-2-3-1, sur ce rôle-là, on a un profil plutôt de milieu gratteur, qui était Pietro Di Nardo à l'époque, et puis un profil plus relayeur. Et puis, ça, c'était un profil plus relayeur et plus technique. Et là, c'était clairement le rôle occupé par Mac Veloso. Si on continue avec les rôles axiaux, on avait le numéro 10. Alors lui, c'est vraiment le maestro de l'équipe. Il est en charge de toute l'orientation du jeu offensif, que ce soit par une grande qualité de dribble ou par des passes, que ce soit sur les ailiers ou en profondeur pour l'attaquant de pointe. Donc là, on avait vraiment le maestro, je pense que c'est le terme qui correspond bien à Charles-André Doudin, parce qu'il avait vraiment cette qualité technique, cette qualité de passe qui lui permettait d'orienter le jeu offensif de manière très rapide, et en plus, comme il connaissait très bien tous les joueurs à ses côtés, ça donnait souvent des très bonnes combinaisons. Un joueur capable de jouer en une touche de balle, d'éliminer ses adversaires. Donc c'est aussi un rôle très important dans le 4-2-3-1. Les 2 ailiers, eux, ils amènent des qualités telles que la vitesse, les capacités à dribbler aussi les adversaires et à donner des bons centres. Si ils ont une bonne frappe, c'est encore un plus. Et puis ensuite, on a le rôle d'attaquant de pointe. Donc là, avec Raphaël Nuzzolo et Gaëtan Carlen, on avait deux profils assez différents. Mais quand même qui pouvait se compléter dans ce profil-là, puisque l'attaquant de pointe il a évidemment besoin d'avoir des qualités de finisseur. C'est essentiellement à lui qu'on demande de conclure les actions offensives de l'équipe. Il doit aussi avoir bonne capacité à conserver la balle, à être un point d'ancrage. Souvent, il reçoit le ballon dos au but et ensuite il oriente, soit il remet sur le numéro 10 ou alors il décale les ailiers sur les côtés qui partent dans le dos de la défense. Et puis, il a aussi un rôle défensif très important puisque c'est le premier défenseur de l'équipe. Il met la pression sur les défenseurs adverses avec l'aide des ailiers, évidemment, dans la reconstruction quand l'adversaire repart depuis ses bases. Donc voilà, pourquoi c'est un système de jeu qui est extrêmement utilisé dans le football moderne, parce qu'il a évidemment beaucoup d'avantages. Alors le premier de ces avantages, je l'ai dit avant, c'est que ça donne une bonne couverture défensive, ça permet vraiment de faire un marquage précis, puisque numériquement, dans une défense à 4, on est rarement en infériorité par rapport aux attaquants adversaires, donc on peut très bien défendre l'homme ou défendre la zone de manière très efficace dans un 4-2-3-1. Le 4-2-3-1 est un système qui permet normalement aussi un contrôle du milieu du terrain, avec 2 milieux axiaux plus défensifs et un milieu offensif. On a quand même cette espèce de trident qui permet de contrôler le milieu de terrain, que ce soit dans la phase défensive ou dans la phase offensive. Ça permet évidemment beaucoup de variété dans le jeu offensif.
On peut attaquer rapide sur les côtés en profitant de la vitesse et de la technique des ailiers, ou avoir un numéro 10 très percutant. Lionel Messi, c'était le très bon exemple, hein, au FC Barcelone. Il avait aussi cette capacité à percuter dans l'axe, à dribbler, à éliminer. Donc si on a un numéro 10 qui a un profil technique au-dessus de la moyenne, on peut aussi attaquer par le centre, que ce soit dans les dribbles ou dans les passes d'ailleurs. Et puis, évidemment, que ça permet un mélange entre les deux, hein. On peut construire des attaques où il y a beaucoup de 1-2 qui se font avec le numéro 10 qui élimine, qui décale l'ailier, qui remet, enfin voilà, ça permet une très grande variété dans la façon d'attaquer. Et puis, c'est un jeu qui peut aussi être rapide dans la transition avec ses profils de milieu gratteur et de milieu relayeur. L'équipe peut rapidement récupérer le ballon et partir en contre-attaque, et puis là profiter de nouveau des mêmes qualités, hein, du numéro 10 et des ailiers. Donc voilà pour les avantages principaux de ce système-là. Comme tous les systèmes de jeu, il a aussi des désavantages, hein. Il n'y a pas le système parfait, sinon toutes les équipes joueraient dans ce système-là. Le 4-2-3-1 demande aux ailiers, en plus d'avoir des qualités offensives, mais il demande aussi d'avoir des ailiers qui ont une sensibilité et des qualités défensives. Parce que si les ailiers ne défendent pas dans ce système-là, sur les côtés, les latéraux peuvent vite être débordés, peuvent vite avoir en face d'eux un latéral offensif ou un joueur sur le couloir, là, un piston, voilà, un latéral ou un piston très offensif, plus encore un milieu. Il peut vite être en infériorité numérique si l'ailier ne vient pas donner un coup de main. Et ça oblige le défenseur central peut-être à sortir des fois de sa zone et du coup de rendre l'axe de la défense plus vulnérable. L'attaquant de pointe est seul, il est vraiment dans un système d'isolation, donc il faut vraiment avoir un attaquant qui apprécie jouer seul, parce que si on a un attaquant qui a besoin d'avoir un autre attaquant autour de lui pour profiter de ses qualités, c'est plus difficile dans un 4-2-3-1. On peut aussi avoir des fois de l'espace dans le milieu de terrain, même si l'objectif c'est de contrôler le milieu de terrain, mais si les relayeurs les milieux axiaux sont trop près de la défense et le numéro 10 est trop près de l'attaquant de pointe, il peut y avoir des fois un espace dont peut profiter l'adversaire. Et puis, c'est un système aussi qui nécessite peut-être plus qu'un autre des compétences extrêmement spécifiques avec des qualités spécifiques. On l'a dit, hein, on a besoin d'avoir des milieux qui ont une bonne capacité à éliminer en 1 contre 1, à avoir une bonne capacité de centre. Il faut un numéro 10 créateur avec une bonne vision du jeu. Et puis, il faut un attaquant qui est capable de jouer dos au but, mais qui est capable de finir les actions, qui est capable aussi d'aller au pressing. Donc, on a besoin vraiment de compétences spécifiques dans ces postes-là, dans les postes qui constituent le 4-2-3-1. Donc, et puis, c'est un système aussi qui nécessite une grande communication. C'est un petit peu la conclusion que je vais faire, et après, on va lancer un peu le débat, si vous êtes d'accord, messieurs. La conclusion, ça sera que dans le 4-2-3-1, l'entraîneur et le directeur sportif doivent construire un effectif selon le système et non l'inverse. C'est-à-dire que si on décide de jouer en 4-2-3-1, on va chercher les joueurs qui ont les qualités pour évoluer dans les postes de ce système-là, et non l'inverse. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un recrutement de joueurs et puis ensuite on dit on les fait jouer en 4-2-3-1 et puis on fait ça un petit peu n'importe comment. Donc il faut avoir un entraîneur avec une philosophie de jeu bien définie, et puis ensuite il choisit les joueurs en fonction de sa philosophie de jeu et du système de jeu. Et puis, la deuxième conclusion, c'est un système qui nécessite une énorme communication entre les joueurs sur le terrain, surtout pour les pivots, donc les 2 milieux axiaux. Eux, ils ont vraiment un rôle clé parce qu'ils communiquent avec la défense quand l'équipe défend, évidemment. Et puis, ils communiquent avec l'attaque quand l'équipe est en transition ou dans une phase de possession offensive. Donc, en plus d'avoir des leaders techniques à ces postes-là, il faut aussi des leaders dans l'attitude. Et on a vu quelques saisons après l'importance d'un Geoffrey Sérédier dans ce rôle-là.
Donc voilà, qu'est-ce que ça vous évoque, messieurs? Là, j'ai beaucoup parlé, mais je voudrais un petit peu vous entendre par rapport au 4-2-3-1 et puis par rapport au Xamax actuel qui aurait envie de jouer dans ce système-là, mais c'est pas toujours concluant, hein. Vous êtes d'accord, messieurs? Oui, oui, donc effectivement, je rejoins ce que tu as dit. Tu as dit une chose de très importante, c'est que le 4-2-3-1, c'est un système spécifique et il faut que le directeur sportif et l'entraîneur soient vraiment d'accord parce que c'est un mode de jeu qui est très spécifique. D'ailleurs, on l'a vu avec De Zerbi à l'OM, où clairement, il a eu certains joueurs que lui voulait parce que Roberto De Zerbi, c'est un entraîneur qui justement, c'est son mode de jeu. Lui, il joue vraiment en 4-2-3-1. On l'a vu avec Thiago Motta aussi à la Juve, hein. On voit que qu'à certains postes spécifiques, il faut certains joueurs qui ont certaines caractéristiques, notamment le double pivot, qui est vraiment, c'est le cœur de ce système de jeu. D'ailleurs, on a vu que Marseille allait prendre un gros joueur qui est Højbjerg, hein, qui est vraiment central dans cette tactique-là. Et puis, il y a aussi ce qui est très intéressant, c'est que dans ce fameux, sur la ligne de 3, celui qui est au poste central, on peut mettre soit un vrai numéro 10, on va dire créateur, mais on peut aussi mettre une sorte de milieu box-to-box qui est un peu plus physique, ce qui veut dire que l'équipe change. Dans le double pivot, on peut aussi mettre, comme on avait nous à l'époque, c'est-à-dire un milieu un peu plus créateur qui va construire le jeu et mettre un milieu qui va plus casser le jeu. On peut mettre deux pivots qui sont plus physiques, qui vont casser le jeu. Donc, dans ce système-là, c'est le double pivot et on va dire le 10 qui sont très 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 importants parce que c'est eux qui vont vraiment donner l'empreinte et l'identité au fait à l'équipe. Voilà. Et ce que je peux dire, c'est que moi, en tout cas, c'est un système de jeu que j'apprécie. Moi, je suis un défenseur de la défense à 4. J'aime pas du tout ces défenses à 3. Et, et aussi, ce que je voulais dire sur l'attaquant, c'est qu'au fait, de plus en plus, dans ces modes de jeu, on privilégie de plus en plus, qu'on va dire, un falso nueve, ça veut dire un de ces attaquants qui, comme nous, au fait, qui décroche énormément, qui est pas souvent un attaquant, un de ces grands physiques pivots, mais plus un attaquant qui va attaquer la profondeur, qui va décrocher, qui va créer au fait un certain espace pour que les ailiers puissent aller dans le centre, piquer au centre, que le fameux 10 puisse aussi piquer au centre. Donc voilà, donc je trouve que c'est vraiment un mode de jeu qui laisse place au fait à beaucoup de créativité et on peut le décliner sous plusieurs formes. Ouais, Mathéo. Mathéo, est-ce qu'il tu souhaites réagir par rapport à toute cette analyse? Ouais, effectivement, que ça fait partie de ces systèmes qui finalement se sont développés dans le football moderne, hein, parce que jusqu'à il y a quoi, 10 ans, je pense pas qu'il y avait énormément d'équipes qui jouaient comme ça en 4-2-3-1. Et c'est vrai que finalement, c'est un système qui peut permettre, si les bons joueurs sont à la bonne place, qui peut permettre un équilibre assez bon sur au final tout le terrain, parce que le terrain est assez bien quadrillé, et puis en même temps, c'est pas un système de jeu réfutaire par rapport à l'utilisation du ballon. Maintenant, la question que j'ai envie de vous poser, messieurs, c'est est-ce que l'effectif actuel de Xamax peut, selon vous, s'épanouir, produire du jeu et produire des résultats dans un système 4-2-3-1? On l'a dit avant, hein, la communication est essentielle et il faut des rôles spécifiques. Donc, voilà. Est-ce que, selon vous, c'est possible de retrouver un Xamax à l'aise dans ce système de jeu avec les joueurs Oui, actuels? oui, je pense que l'effectif a quand même été construit surtout sur ce schéma-là. Je pense que le Xamax le plus brillant en termes de jeu, on l'a même vu l'année passée, je pense que c'est en 4-2-3-1 également. Maintenant, je pense qu'il faudra résoudre certaines équations parce que on a tenté Fatkic Bamba avec ce double pivot. Contre Vaduz, il a changé Bamba avec Size, avec de très très bons résultats.
Donc, il faudra vraiment trouver cette paire de double pivots qui conviennent le mieux. Et puis, il faudra aussi regarder, comme je disais avant, ce 9,5, ce 10. Est-ce que Touati va faire toute la saison là? Ça sera ça aussi à voir parce que il y a aussi une solution qui pourrait être faite, c'est d'avoir deux pivots assez physiques, Fatkic et puis Bamba, et puis de mettre Size. Je pense que Size pourrait jouer aussi en box-to-box. Ça veut dire que là, on a une équipe peut-être un peu moins en fait offensive, peut-être un peu plus équilibrée, parce que il y a une chose, c'est que le 4-2-3-1, l'un des points faibles, c'est qu'en transition négative, si l'équipe est mal équilibrée, ça peut faire mal, et en fait, on se fait souvent prendre dans le dos, et c'est ce Mhm. qui arrive avec ce système de jeu-là. Et je pense qu'il faut encore trouver les bons ingrédients pour qu'on soit vraiment équilibré, autant en phase de transition positive que négative. Parce qu'on l'a vu, c'est qu'on souffre dans ces transitions négatives. On le voit. Parce qu'on a une défense qui est assez lente et c'est pour ça que je pense qu'il faudrait garder quand même, il faudrait avoir un bloc équipe qui est pas trop haut parce que sinon, si on doit défendre en reculant, il va nous arriver des bricoles et on prend souvent des buts justement à cause de ça. Non, c'est clairement notre talon d'Achille. Hein. On va pas avoir peur des mots. Actuellement, on prend énormément, quel que soit le système, on prend énormément de buts dans ces phases de jeu là. Donc, ouais, ça peut pas effectivement continuer comme ça. On peut pas prendre deux buts en transition par match, en transition rapide par match. Sinon, ça nous oblige toujours à en marquer minimum deux pour obtenir un résultat. Ce qui est pas toujours possible. Moi, je pense qu'effectivement, c'est tout à fait envisageable parce que on voit que Demassai et Koné ont des qualités qui leur permettent de jouer dans ce rôle d'attaquant de pointe seul en pointe. Hein. Koro Koné apprécie particulièrement ce rôle-là, mais je crois que Demassai aussi. Et puis sur les côtés, on a engagé des ailiers. Pascal du côté droite, voilà, il apporte quelque chose en termes de rapidité. Ramidzi, qui a le plus souvent évolué sur le côté gauche, après des débuts un peu compliqués, il a fait quelques bonnes prestations là ces derniers temps. On a, comme tu le disais avant, Varane, on a Lentini qui pousse à la porte. On a voilà Guillaume Führer qui essaye aussi de gratter du temps de jeu par-ci par-là, même si actuellement je pense qu'il est passé numéro 4 dans la hiérarchie des ailiers. On a Roland Dongo hein, aussi qui peut aussi évoluer dans ces rôles-là. Donc voilà, on a ce qu'il faut en termes de qualité sur le côté. Touati, Ben Seguir, on l'évoquait avant, on peut être des bons profils de numéro 10, mais Fabio Saiz aussi, hein, tu l'as dit, Varane. Il est capable, pour moi, il a les qualités de dribble, il a les qualités de vision de jeu, les qualités de passe pour être des fois dans des rôles un peu plus offensifs par rapport à un Giovanni Bamba ou à un Kenan Fatkic. Alors le profil physique des deux, c'est surtout Bamba hein, quand même si Fatkic c'est pas un petit client par rapport à ça, mais il a quand même je dirais ce toucher de balle à la Xhaka qui est quand même appréciable. Et puis au niveau de la défense, voilà, on a 4 défenseurs centraux qui ont les capacités de jouer dans ce système-là. Du côté droit, Gonçalves et Cabral, même si on sent que Cabral est plus à l'aise dans les tâches offensives que défensives, mais il peut tout à fait évoluer comme latéral sur un système à 4. Et puis du côté gauche, on en a parlé avant, on a Jonathan Fontana et puis Michael Gonçalves qui dépannent. Donc à mon avis, c'est tout à fait possible, mais ça nécessite, comme on disait avant, de la communication et puis de profiter au mieux des qualités de chaque joueur. Et puis on a l'impression que de ce côté-là, la mayonnaise, elle n'a pas encore tout à fait pris, quoi. Il faut encore la battre un petit peu plus, n'est-ce pas? On a de la peine à avoir de la constance sur plusieurs matchs consécutifs finalement. C'est ce qu'on demande aussi à l'équipe, c'est d'aligner les bons résultats. Et malheureusement, ces dernières saisons, on a plus souvent aligné les séries négatives que les séries positives. Vous êtes d'accord, monsieur? Ouais, mais c'est le très gros problème de cette équipe depuis quelques saisons, c'est que c'est finalement la constance. Et moi, c'est quelque chose qui, sans manquer de respect hein, à la Challenge League, parce qu'évidemment, c'est un championnat très homogène et on se rend compte qu'il peut se passer des choses tous les week-ends. Moi, je suis assez frustré de ça parce que je me dis,
qu'on a certainement pas. Alors, on peut pas dire qu'on a la meilleure équipe de la ligue, mais il y a certaines équipes qu'on n'arrive pas à battre, notamment une certaine qui se trouve du côté du canton de Saint-Gall, ville, vous l'avez deviné. Moi, je trouve ça absolument incroyable qu'on se dise, ça fait X matchs qu'on n'arrive pas à battre une équipe pareille. Donc, c'est sûr que la constance, c'est comme partout, enfin, c'est comme tout dans la vie, hein. C'est un peu le nerf de la guerre, et que sans une saison constante, complète et régulière, on fait pas grand-chose, hein. Ouais, et une des clés finalement de la constance, pour moi, ça c'est vraiment un avis personnel, c'est quand les choses ne vont pas bien, pas forcément renier ses principes de jeu, et puis voilà, adopter d'autres systèmes de jeu. Et les équipes, pour moi, elles sont pas faites pour évoluer dans 2, 3, 4 systèmes différents pendant la saison. Elles doivent s'adapter pendant les matchs, par moment, selon la physionomie du match, mais les joueurs, ils ont quand même l'habitude d'un système de jeu. Et à mon avis, la raison pour laquelle on était extrêmement performant lors de ces saisons Challenge League 16-17, même s'il y avait le FC Zurich, puis ensuite la saison de la promotion, c'est que on n'a jamais renié nos principes de jeu, qu'ils soient défensifs ou offensifs d'ailleurs. Et puis, bah voilà, les joueurs savaient très bien ce qu'il fallait faire sur le terrain. Puis en plus, on avait cette conviction que peu importe ce qui se passe sur le terrain, on allait trouver une solution, on allait s'en sortir. Et puis ça a été le cas. Soit on a dominé nos adversaires pendant les matchs, et puis dans les matchs les plus difficiles, on a trouvé des solutions pour arracher des matchs nuls ou autres. Donc voilà, c'était un petit peu ma conclusion finalement, de se dire mais voilà, changeons pas de système de jeu tout le temps, parfois plusieurs fois par match, voire par mi-temps, et puis voilà, donnons une identité propre à cette équipe et essayons d'imposer à nos adversaires notre identité, notre système de jeu, plutôt que l'inverse. Messieurs, ça vous fait réagir cette conclusion? Oui, oui, moi je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que de changer, ça crée de la confusion. Moi, je pense que il faut gagner avec son credo, perdre avec son credo. Moi, avec ça, je suis complètement d'accord. Par contre, là où il faut qu'on travaille, c'est vraiment en termes d'état d'esprit, parce que j'ai l'impression que quand tout va bien, quand des équipes un peu joueuses, style Toon, eh ben on gagne, on peut même en mettre 3-4. Or, dès que les matchs commencent à devenir un peu sales, que c'est un peu le combat, où il faut mettre un peu le coude, il faut mettre un peu le pied, le terrain est un peu gras, il fait froid. Là, j'ai l'impression qu'on a un peu plus de peine, et c'est justement là je pense que c'est là qu'il faut qu'on travaille cette constance. Typiquement, les équipes comme Ville, qui sont pas des équipes très talentueuses, mais qui imposent un combat physique. Bellinzone aussi, on a beaucoup de peine. Je pense que c'est vraiment ce genre de match où il faut qu'on fasse un déclic. Je pense qu'il faut qu'on apprenne à mettre le bleu de travail quand il faut. Et je pense que ça a été aussi la grande réussite du Xamax de Descastel, c'est que oui, on jouait bien, il y avait de la jouerie, mais quand il fallait mettre le bleu de chauffe, on arrivait à le mettre et on arrivait à faire des points. Et ça, c'est la grande différence avec maintenant. C'est que voilà, c'est qu'il y a des matchs où voilà, bah, des fois, on peut pas toujours jouer comme les Pays-Bas de Rinus de Michels. Bah voilà, bah, des fois, il faut jouer un peu sale. Et puis, il faut gagner ces matchs-là. Et je pense que quand on arrivera à gagner ces matchs, on va vraiment avancer et vraiment trouver cette constance-là. Parce que si on prend par exemple Sion la saison dernière, oui, ils avaient 4 joueurs qui étaient hors catégorie, Lavanchy, Ziegler, Bua et encore un autre qui m'échappe. Mais le reste, c'était une équipe de Challenge League. Et ce qui a fait la grande différence avec Sion, c'est que vraiment, ils étaient là pour tuer. Voilà, et même les matchs sales, ils arrivaient à gagner à Ville 1-0, 2-0. C'était pas toujours flamboyant, mais l'état d'esprit était irréprochable. Et je pense que c'est ce qui nous manque pour vraiment faire ce saut qualitatif qui nous manque, au fait. Mais oui. Voilà, alors c'était un petit peu voilà, le deuxième épisode du Coin Tactique. On espère, alors ça nous permet aussi, quand il n'y a pas d'actualité, de parler un petit peu d'autres choses, puisque vous le savez, à Xamcast, on est fan de Xamax, mais on est fan de football avant tout. Donc on espère que vous appréciez voilà, ces discussions autour de la tactique. N'hésitez pas à nous faire un retour sur nos différents réseaux.
Et puis, on se fera un plaisir de décortiquer soit d'autres systèmes de jeu, soit de des fois mettre le focus sur un poste en particulier. Parce que voilà, à Xamcast, on aime bien des fois faire des analyses un petit peu plus poussées. On n'a pas toujours l'occasion de le faire pendant les débriefings, parce qu'on veut pas que les épisodes durent 4 heures non plus. Mais voilà, on apprécie ce côté-là, cet aspect-là aussi du football. Voilà, on peut gentiment, messieurs, passer à la conclusion. Voilà, la conclusion, elle sert un petit peu de préparation au prochain match. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous ferez le 20 septembre prochain à 19h30 ? Petite boule de cristal. À mon avis, il n'y a que deux réponses possibles là. Soit vous serez à la Performance Arena de Chafouz, soit vous serez dans votre canapé. On va regarder le match. Est-ce que c'est l'une de ces deux réponses que vous allez me donner, messieurs ? Oui, tout à fait. Probablement. Très probablement. Voilà, alors vous le savez, à Xamcast, ce déplacement de Chafouz, on l'aime pas. Mais malheureusement, j'ai l'impression que chaque fois qu'il y a un match à l'extérieur, on dit ça parce qu'on n'aime pas le déplacement de Chafouz, on n'aime pas le déplacement de Ville, on n'aime pas le déplacement de Vaduz, on n'aime pas le déplacement de Bellinzone. Finalement, on n'aime pas la moitié des déplacements qu'on fait en Challenge League depuis je sais pas combien d'années, parce que ces équipes comme nous zonent en Challenge League depuis plusieurs saisons maintenant. Et donc elles ne montent pas, mais elles ne sont pas non plus reléguées. Donc voilà, le déplacement de Chafouz, on l'aime pas parce que historiquement, comme à Ville, les résultats à la base ces dernières saisons ne sont pas brillants. Sauf à notre dernière victoire à Chafouz remonte justement à la saison 2017-2018. Après, on les a pas joués pendant 2 ans, mais sinon plus beaucoup de victoires, quelques matchs nuls par-ci par-là, mais sinon énormément de défaites, voire quelques corrections. J'ai pas fait mes stats là, mais donc c'est un déplacement qui ne réussit pas à Xamax ces derniers temps. Et puis encore, il faut traverser toute la Suisse pour aller voir un match qui s'annonce pas fameux. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour l'introduction. Maintenant, qu'est-ce que vous attendez de ce match à Chafouz, messieurs, après une pause, même s'il y a eu le match à Bulle, mais une pause de 3 semaines sans compétition. C'est quoi vos attentes pour ce déplacement à Chafouz ? Écoute, comme on le dit toujours, tout ce qui est loin, on n'aime pas. Ça résume assez bien ce que tu as dit avant sur Vaduz, sur Ville, sur Chafouz. Moi, très franchement, avec une pause de championne, enfin une pause de match, parce qu'on a évidemment pris part au 16e de finale de la Coupe de Suisse ce week-end. Je ne sais pas, tout dépendra de la façon dont on a utilisé ce temps supplémentaire à disposition. Maintenant, c'est un tel traquenard pour nous, ce stade, que malheureusement, j'ai pas mal de peine à avoir des attentes positives avant un match comme ça. Oui. Varam, Sam ? Ouais, je crois que je l'ai dit un peu avant. Moi, mes attentes, c'est surtout en termes d'état d'esprit. On sait que d'aller jouer là-bas, c'est compliqué. Chafouz est une équipe en progression. Ils ont eu une saison compliquée la saison dernière. Là, ça va beaucoup mieux. Et typiquement, c'est le genre de match où j'attends un état d'esprit, qu'on mette le bleu de chauffe, comme je l'ai dit avant, qu'on gagne des duels, qu'on gagne des deuxièmes balles. Parce qu'en fait, tout est dans nos mains. C'est que si on fait du Xamax, on gagne. Voilà, donc ça va beaucoup dépendre de nous. Et j'attends vraiment une équipe avec le couteau entre les dents. Oui, effectivement, Ouais, à noter que le FC Chafouz, c'est l'actualité fraîche, c'est qualifié. Hein, ils ont ni plus ni moins qu'éliminé le tenant du titre, le FC Servette. Donc voilà, un déplacement qui s'annonce loin d'être simple. Oui, Mathéo, tu voulais réagir ? Non, je confirme totalement ce que tu dis. C'est vrai que c'est pas parce que je suis pas certain que Servette ait nécessairement pris ce match en dessous de la jambe aujourd'hui. À mon avis, surtout quand on a gagné un trophée comme ça, on a assez envie de récidiver le plus vite possible. Donc c'est effectivement un signal d'alerte supplémentaire à prendre au sérieux. Voilà, donc on espère qu'on arrivera à ramener un résultat positif. Un match nul, moi, à mon avis, serait déjà une pas si mauvaise opération que ça contre un Chafouz qui va faire mieux que la saison précédente. Ça me paraît assez évident. Ils avaient déjà fait un deuxième tour nettement meilleur que le premier.
où ils étaient, faut-il le rappeler, encore la lanterne rouge. Donc ils ont connu aussi passablement de mouvements à l'intersaison, avec quelques incertitudes aussi concernant leur avenir administratif. Mais voilà, ils sont là, ils sont toujours là, et puis il va falloir aller les jouer 2 fois sur ce terrain. Donc voilà, c'était tout pour cette fin d'épisode. Merci à vous, chers auditeurs. Voilà, pas d'actualité brûlante aujourd'hui, mais on espère que ces petites rubriques un peu off vous ont fait plaisir. En tout cas, elles nous ont fait plaisir à nous à préparer et puis à débattre sur différents sujets. Merci à vous, chers animateurs, et puis à la semaine prochaine. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye.